Bonjour à toutes et à tous et permettez-moi d'abord de vous présenter mes meilleurs voeux au nom de toute la rédaction de TIC Santé. Marguerite Cazeneuve, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre premier grand témoin et nous allons inaugurer avec vous ce nouveau format. Pendant 1 heure, nous allons décrypter plusieurs sujets phares dans le pas si petit monde du numérique en santé, des sujets portés, initiés, opérés par l'assurance maladie, dont, je le rappelle, vous êtes la directrice déléguée. Alors, dans l'ordre, on va évoquer l'encadrement de la téléconsultation, l'ordonnance numérique, la e-carte vitale, le bouquet de services aux professionnels ou encore mon espace santé. Je me permets également de vous rappeler que vous pourrez poser vos questions tout au long de l'événement dans la zone, vos commentaires ou questions juste sous le player. Donc peut-être avant de commencer à échanger, je voulais juste rappeler à notre quasi 1200 web spectateurs le contexte général, même s'ils le connaissent, hein, puisqu'ils ont le très bon goût de lire TIC Santé. Le numérique en santé, il y a 7-8 ans, c'était, disons-le, de la science-fiction, les paillettes d'olive de moins. C'était lourd, ça fonctionnait mal, voire pas du tout. Et puis en 2019, première feuille de route du numérique en santé, impulsée par Agnès Buzyn, écrite et portée par Dominique Pont et Laura Letourneau à la délégation du numérique en santé. Ça a commencé à ressembler à quelque chose. On a vu naître en tout cas une réalité. La crise sanitaire et le Ségur sont passés par là. Et le numérique en santé est aujourd'hui une réalité, on peut le dire. En tout cas, on y va. Donc cette année 2024 marquera l'an 2 de la deuxième feuille de route du numérique en santé qui est désormais incarnée par Ella Gariani et David Senati à la DNS. L'assurance maladie prend toute sa part et plusieurs points vous concernent directement. Alors peut-être avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de l'assurance maladie dans le développement du numérique en santé ? Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, l'assurance maladie, elle a un rôle central sur le numérique en santé puisque ça a été qu'en fait cette feuille de route, elle a été coportée, y compris stratégiquement au démarrage aussi par l'assurance maladie. Donc, pour essayer de se représenter les choses, en fait, il faut imaginer plusieurs cercles concentriques. En fait, le cœur du réacteur, c'est le DMP, le dossier médical partagé, mon espace santé. Donc là, c'est le dossier du patient. Ça, c'est un service qui est développé par l'assurance maladie, qui est hébergé par l'assurance maladie. Et donc là, c'est vraiment le cœur du réacteur, c'est là où se trouvent tous les documents du patient. Ensuite, vous avez un premier cercle concentrique avec tous les services pour les professionnels de santé. Donc, il y a des services pour les professionnels de santé qui sont développés par l'assurance maladie, et notamment ceux qu'on retrouve sur Amélie Pro, le bouquet de services aux professionnels, on y reviendra. Et puis, il y a évidemment tous les outils du numérique qui sont utilisés par les professionnels de santé, et en particulier leur logiciel métier. Et donc là, le rôle de l'assurance maladie par rapport aux éditeurs de logiciels, c'est en lien avec l'Agence du numérique en santé, de mettre en place des cahiers des charges pour permettre, j'allais dire, l'interopérabilité entre leur logiciel et ce fameux dossier médical du patient. Et donc, c'est ce qui se passe autour du Ségur. Et donc, dans les fonctionnalités, vous avez l'ordonnance numérique, les services sécurisés, etc. Vous avez un troisième cercle. Là, c'est grosso modo tous les services du numérique en santé qui ne sont pas développés par les institutions publiques. Et donc, on va dire que parmi ces services du numérique, il y a deux catégories. Il y a la catégorie des services du numérique qui sont remboursés par l'assurance maladie. Donc là, c'est encore un troisième rôle de l'assurance maladie. Et donc, vous avez notamment, on y reviendra peut-être, la télésurveillance qui fait partie maintenant des nouvelles prises en charge numériques prises en charge par l'assurance maladie. Et puis, vous avez plein de services numériques qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, mais qui sont disponibles sur vos smartphones, etc. Et donc là, l'enjeu, on y reviendra aussi peut-être, pour l'assurance maladie et pour les pouvoirs publics de manière générale, c'est d'arriver à orienter les usagers avec une forme de labellisation par les autorités sanitaires. C'est-à-dire que même si l'assurance maladie ne rembourse pas, il faut au moins qu'on soit en mesure de dire aux patients ou aux professionnels de santé, cette application, elle fait attention à vos données, elle respecte bien les recommandations de la Haute Autorité de Santé, etc. Alors, juste avant de lancer vraiment notre sujet numéro 1, qui sera la téléconsultation, la labellisation dont vous venez de parler, le contrôle, il s'effectue a priori ou a posteriori? Comment ça se passe? Alors, de manière générale, il n'y a pas de contrôle a priori dans tout ce qui est référencement. Par exemple, quand vous êtes un logiciel métier, il n'y a pas de contrôle a priori par la Haute Autorité de Santé. C'est-à-dire que vous déposez un dossier, on vérifie que vous avez bien
les bons documents qui sont déposés, mais il n'y a jamais de vérification a priori. C'est, j'allais dire, à l'acteur de présenter les preuves de sa conformité. Donc là, c'est un peu la même logique. Donc ce qu'on demande aujourd'hui aux applications du numérique en santé, c'est de déposer un dossier. Donc il y a une commission qui regarde, qui évalue ces dossiers. Pour le coup, on regarde quand même a priori. Après, plus ça va aller, plus effectivement, on va se baser essentiellement sur, j'allais dire, du déclaratif ou en tout cas un engagement de la part des services avec la possibilité, évidemment, d'avoir du contrôle a posteriori, y compris par les patients. Donc ça, c'est une des choses intéressantes qu'on aimerait mettre en place, c'est le fait que les patients puissent être associés à la fois à l'évaluation des services numériques, des applications de santé, etc., et puissent être aussi dans le contrôle a posteriori des applications qui auront été référencées. D'accord. Et alors justement, transition parfaite en parlant de contrôler les acteurs. La téléconsultation, donc c'est un sujet qui nous semblait important parce que le cadre a été renforcé, ou en tout cas s'apprête à l'être prochainement. Il existe déjà, donc aussi on devait remonter au moins en 2018 à l'avenant 6, la convention médicale, mais là on attend un décret relatif à l'agrément des sociétés de téléconsultation. Alors il ne devrait pas tarder à être publié en principe. Beaucoup ont critiqué le Far West de la téléconsultation, y compris chez les professionnels de santé. Est-ce que vous avez une idée de quand paraîtra ce texte déjà? Et puis surtout, qu'est-ce qui va changer, permettre? Alors, la téléconsultation, peut-être pour redonner quelques éléments, ça a explosé pendant la crise Covid à cause du confinement. Donc, on était à des niveaux très élevés, 4 millions de téléconsultations par mois. Et à ce moment-là, on a dérégulé le système, évidemment, pour que les patients, les professionnels de santé puissent s'en servir. Phénomène qui est intéressant, c'est que la téléconsultation aujourd'hui, ça représente entre 1 million et 1,2 million il y a environ 1 million, 1,2 million de téléconsultations par mois. Et ce chiffre, il est relativement stable depuis la fin de la crise Covid. Ce qui montre qu'en fait, il y a une demande de téléconsultation, un besoin de téléconsultation, mais qui reste quand même très marginal par rapport aux millions de consultations par jour qu'il y a en France. Donc, c'est un besoin. C'est une offre qui existe, mais effectivement, sur laquelle il faut aussi, en tout cas, qu'il faut relativiser, dont il faut relativiser la part aujourd'hui dans l'offre de soins. Après, effectivement, comme elle avait été très dérégulée, la question s'est posée aussi, en regardant la manière dont elle était utilisée, de voir comment est-ce qu'on pouvait réintroduire de la qualité, de la pertinence. Et donc, une des choses qui a été faite, donc il y a évidemment l'avenant 9 avec le seuil des 20% de téléconsultation par praticien. L'objectif était que les médecins ne se spécialisent pas dans la téléconsultation et qu'ils continuent à avoir une pratique clinique, à continuer à voir leurs patients. Donc ça, c'est conventionnel, c'est-à-dire que c'est les médecins et nous qui nous sommes mis d'accord sur ce sujet. Et puis, c'est un sujet qu'on est en train de rediscuter avec eux en ce moment. Et puis, il y avait le sujet un peu spécial des plateformes de téléconsultation. En fait, les plateformes de téléconsultation, jusqu'à présent, en fait, elles n'avaient pas d'existence juridique. Et donc, elles prenaient le statut de centre de santé, mais sans être des centres de santé. Et donc, pour mieux les encadrer et encadrer leurs pratiques, il y a la loi l'année dernière, la LFSS pour 2023, qui a créé le statut de société de téléconsultation. Et là, le décret qui va sortir, il va demander, en application de cette loi, aux sociétés de téléconsultation, on en a environ 8 aujourd'hui en France qui sont répertoriées, d'obtenir un agrément. Et donc, elles devront recevoir un agrément du ministère de la Santé pour continuer à exercer, sachant que cet agrément, comme le décret va paraître dans les prochaines semaines, mais c'est du côté du ministère, mais ça va pas tarder, elles auront 6 mois pour se conformer pour déposer cet agrément, pour recevoir cet agrément. Sachant que dans cet agrément, il y a une très grosse partie qui est une partie technique, qui est la conformité au référentiel de l'ANS, de l'Agence du numérique en santé, pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi avec vos données, que c'est interopérable, qu'on peut alimenter mon espace santé, etc. Et ça, pour le coup, c'est des cahiers des charges qui sont déjà publiés depuis longtemps. Donc, les sociétés de téléconsultation, en fait, on discute avec elles, le ministère discute avec elles, et donc elles ont déjà ces éléments. Donc, le top départ, entre guillemets, officiel, va être lancé au moment de la publication du décret, mais en réalité, les plateformes de téléconsultation, elles sont déjà en train de conduire les travaux qui vont leur permettre de se mettre en conformité d'ici le mois de juillet. Et donc, avec une montée en charge progressive, si mes souvenirs sont bons, il y a quelques 200 critères. Vous allez vérifier que critère par critère, tout est respecté. Comment vous allez faire concrètement pour vous assurer que ces plateformes sont dans les clous?
Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs exigences. Il y a les exigences dont je parlais, qui sont les exigences, j'allais dire, numériques, techniques. Et donc ça, c'est l'Agence du numérique en santé, c'est le CNDA, c'est en fait des agences techniques du monde de la santé qui, en fait, vérifient les différents critères. Et donc, les 200 fameux critères dont vous parlez, qui sont en fait à peu près les mêmes critères que ceux qu'on impose au logiciel Ségur. Donc là, c'est la partie technique. Et donc ça, vous avez des gens qui vérifient, des techniciens qui vérifient l'ensemble de ces critères. Et puis, l'agrément, en fait, il demande d'autres choses. Il demande la conformité au référentiel de la Haute Autorité de Santé. Donc la Haute Autorité de Santé, elle vient de publier un nouveau référentiel sur la téléconsultation qui met notamment en avant tout ce qui relève de l'information du patient et du consentement du patient. Vous avez l'obligation de vous conformer aux règles conventionnelles de l'assurance maladie, et donc notamment le seuil de téléconsultation, il s'appliquera aux plateformes de téléconsultation. Autrement dit, vous ne pourrez plus avoir dans les plateformes de téléconsultation des médecins qui sont salariés à plein temps et qui font à 100% de l'activité, qui font 100% de leur activité en téléconsultation. Ça ne sera pas possible. Et puis, il y a un certain nombre d'autres dispositions, par exemple l'interdiction de facturer des frais annexes, puisque les médecins libéraux aujourd'hui n'ont pas la possibilité de le faire, les professionnels de santé n'ont pas la possibilité de le faire, donc c'est un sujet aussi de non-distorsion de la concurrence. D'accord. Alors, sur les frais annexes, je me permets de rebondir. On a vu dans le projet de décret qu'il y avait la possibilité effectivement de facturer des frais annexes, mais qui ne seraient pas remboursés par l'assurance maladie évidemment, qui seraient des frais de gestion. L'idée, c'est concrètement cette montée en charge, c'est aussi de leur permettre de trouver le temps d'adapter leur modèle économique à ces sociétés. En tout cas, les frais annexes qui sont facturés aux patients, ça, ce sera pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une téléconsultation pour laquelle vous avez une majoration, une ponction. Exactement. Ça, ce sera interdit. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, il y a des zones qui sont encore des zones un peu grises. Par exemple, est-ce que une complémentaire santé peut passer à un accord avec une société de téléconsultation pour faire des offres, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit encore travailler, puisque, en fait, c'est des choses qui n'existent pas dans le droit. Donc, en fait, plus on avance dans la régulation de cette pratique, plus on voit des pratiques émerger dont on s'interroge sur leur pertinence ou leur opportunité, en tout cas, pour le système de santé. Aussi aux évolutions des pratiques. Exactement. Et donc là, on a posé un règle, honnêtement, en quelques années. Vous l'avez dit, le cadre qu'on a posé, il est quand même hyper exigeant. Et donc au bénéfice des patients, au bénéfice des professionnels de santé. Le but du jeu, c'est pas non plus de tuer la téléconsultation, parce que la téléconsultation, on en a besoin. La télésanté, on en a besoin à plein d'égards, on pourra y revenir, mais c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus qualitatif possible, le plus complémentaire aussi possible à ce qui existe évidemment déjà dans le système et dans l'offre de soins. Et qu'on n'ait pas des systèmes qui viennent perturber ou dégrader l'offre de soins telle qu'on la connaît aujourd'hui. Justement, est-ce que vous feriez une téléconsultation dans une gare SNCF, Marguerite Cazeneuve? Alors non. Le directeur général de l'ACNAM, Thomas Fatome, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Je pense que l'assurance maladie, elle a donné sa position officielle, notamment dans son rapport chargé-produit l'année dernière. Donc le rapport chargé-produit, pour ceux qui ne connaissent pas, cet excellent document, c'est la publication annuelle de l'assurance maladie avec les recommandations que l'on peut faire. Et donc, pour nous, il est très, très clair qu'il ne peut pas y avoir d'implantation de télécabines dans des lieux dits commerciaux. Donc ensuite, c'est là où on verra ce que la SNCF, ce que va devenir l'offre de la SNCF, mais en tout cas, nous, du côté de l'assurance maladie, après, pour l'instant, c'est l'opinion, entre guillemets, c'est de l'avis de l'assurance maladie, c'est que ça ne peut pas avoir lieu dans des zones commerciales. Donc, est-ce que la SNCF va proposer des centres qui soient des centres, en tout cas des espaces qui soient des espaces santé, etc. En tout état de cause, il y a un truc qui est sûr, et donc ça, on l'a bien dit à la SNCF, et la SNCF, je pense, l'a pris en compte. On ne peut pas, ça ne fonctionne pas, et on l'a vu ces dernières années, on ne peut pas imposer, en tout cas
proposer sur un territoire une offre de téléconsultation qui ne soit pas concertée avec les professionnels du territoire. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un territoire où vous avez des médecins, des professionnels qui se sont organisés pour faire des gardes, pour prendre les patients le week-end, etc. Tout d'un coup, vous ne pouvez pas avoir une cabine de téléconsultation qui se pose en plein milieu sans avoir concerté Briser le parcours de soins qu'on essaie d'instaurer un peu partout. Ouais, et puis en tout cas, ça doit être une offre complémentaire. Donc en fait, il faut que les professionnels du territoire ils soient d'accord et ils se disent bah ouais, là c'est opportun d'avoir une cabine de téléconsultation dans cette officine parce que dans tel et tel cas, effectivement, on va avoir besoin, on est dans un désert médical, etc. Mais il faut que ce soit, voilà, on voit bien que ce qui marche aujourd'hui, enfin ce qui va dans les années à venir, dans un contexte de désertification médicale, ce qui va fonctionner, c'est les initiatives des professionnels de santé qui, à un moment donné, vont imaginer des choses intelligentes dans leur territoire parce que ce n'est pas la même chose à Paris que si vous êtes dans le Gers, etc. Et donc, ces initiatives, pour qu'elles soient pertinentes, voilà, il faut que tous les acteurs soient d'accord pour les dispositifs qui vont être mis en place. Ça peut inclure la téléconsultation, mais il faut que tout le monde soit d'accord, quoi. Effectivement, l'actualité nous avait un tout petit peu fait oublier ce sujet, mais j'ai pas pu résister. Alors, plus sérieusement, le deuxième point que nous souhaitions aborder avec vous, c'est l'ordonnance numérique. C'est une petite révolution. Le décret relatif à sa mise en œuvre a été publié au Journal officiel fin décembre. Juste un petit glossaire quand même, glossaire pour nos web spectateurs. E-prescription, ordonnance numérique, prescription numérique, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Et donc maintenant, On va trancher. on a tranché, donc c'est ordonnance numérique Voilà. Les gens voilà, le apprendront terme aujourd'hui, final. c'est ordonnance Voilà, numérique. c'est ordonnance numérique. Donc on rappelle que sa généralisation est prévue pour le 31 décembre 2024 au plus tard. Concrètement, qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui pour lever les freins et faire de l'ordonnance numérique un succès? Quelles sont peut-être les dernières étapes? D'une certaine manière, on a passé le plus dur. Le plus dur, c'était que les logiciels des professionnels de santé soient équipés de la fonctionnalité de l'ordonnance numérique. Donc là, c'est le cas. Les médecins libéraux, tous ceux qui ont un logiciel métier labellisé Ségur, ils l'ont. Les pharmaciens, ils l'ont, en tout cas, ils sont en cours, hein, c'est en cours de déploiement, mais c'est quasiment terminé. Et donc là, 2024, c'est l'année du déploiement de l'ordonnance numérique. Et donc concrètement, c'est le fait que ça commence à se mettre en place, que les prescripteurs, quand ils font des ordonnances, ils fassent bien des ordonnances numériques et qu'en face, vous ayez notamment du côté des pharmaciens une exécution de cette ordonnance numérique. Sachant qu'il faut rappeler peut-être ce qu'est l'ordonnance numérique. En fait, l'ordonnance numérique, c'est une ordonnance qui contient des données structurées, donc en fait que vous rentrez dans votre logiciel métier, dans votre logiciel d'aide à la prescription. Donc c'est une ordonnance qui est structurée avec des données structurées. Et en fait, sur votre ordonnance, il y a un QR code qui permet d'authentifier l'ordonnance et puis de pouvoir lire ensuite derrière cette ordonnance de manière structurée. Et donc quand l'ordonnance va arriver chez le pharmacien il va scanner le QR code et donc il va avoir l'ordonnance numérique en données structurées qui va s'afficher dans son propre logiciel et donc il va pouvoir l'exécuter à partir de ce QR code. Et donc évidemment on voit bien l'intérêt que ça a, c'est la fiabilité de la donnée entre le prescripteur et le pharmacien, la possibilité pour le prescripteur de savoir que l'ordonnance elle a bien été exécutée. C'est aussi un outil de lutte contre la fraude, puisque par définition, un QR code, c'est unique. C'est-à-dire que le pharmacien il pourra savoir On la connaît bien maintenant. voilà, si l'ordonnance aura été exécutée ou pas. Et puis, de manière générale, d'avoir de la donnée structurée, notamment pour les prescriptions de médicaments. C'est hyper important en termes d'interaction médicamenteuse, de sécurité du médicament. On ne peut plus avoir du papier, des feuilles volantes avec des gribouillis dessus qui se baladent, qui sont photocopiés, refotocopiés, etc. Et donc, c'est aussi un sujet de sécurité sanitaire, de maîtrise de nos dépenses de santé. On est à l'ère du numérique et donc c'est normal que des données qui soient des données aussi sensibles, puisque ce sont des données médicales, des données de prescription, elles soient sécurisées de bout en bout. Donc pour l'instant, il s'agit de prescriptions réalisées en ville et délivrées en ville. Absolument. Et donc on en parlait fin novembre dans les colonnes de TIC Santé. Il y a une expérimentation en EHPAD qui est prévue au cours de l'année 2024. Est-ce qu'on a un peu plus d'informations sur cette expérimentation qui est très attendue pour les délivrer? Oui, alors elle est en cours. Je ne peux pas encore vous donner plus de détails, mais je vous promets qu'on vous informera tout de suite dès qu'on
on aura un peu avancé, on a identifié l'éditeur, on est en train de regarder effectivement avec quels établissements démarrer, mais ça va venir. Et l'objectif, c'est aussi qu'on puisse démarrer pas trop tard une expérimentation avec un établissement de santé. Sachant que exactement, sachant qu'en fait le sujet pour les établissements de santé, c'est pas tellement le fait que les logiciels finalement intègrent la fonctionnalité de l'ordonnance numérique, parce qu'en fait ils le feront, mais en fait c'est un sujet organisationnel, parce qu'en fait aujourd'hui, quand vous êtes un médecin libéral, vous êtes devant votre ordinateur, vous faites votre ordonnance. Dans un établissement de santé, la prescription de sortie, qui fait la prescription de sortie? Comment est-ce que le médecin qui est dans son service, son ordonnance, ça peut être une ordonnance numérique correctement exécutée. Donc en fait, il y a un sujet organisationnel hyper important de savoir finalement une ordonnance numérique, comment ça se traduit à l'intérieur d'un établissement de santé. Et donc ça, c'est pour ça que c'est un défi numérique, mais c'est aussi un défi organisationnel de savoir, il faut qu'on bosse en fait avec des équipes hospitalières, des équipes médico-sociales pour savoir comment dans un service, dans un établissement de santé, dans un très gros établissement de santé, tout ça s'organise. Comment est-ce qu'on peut identifier le prescripteur, etc. Ça sent une prochaine vague Ségur, ça, non? Ça sent la prochaine vague Ségur, mais en fait, c'est pas que du Ségur. Et donc, c'est là où ça devient intéressant et en même temps, c'est un peu vertigineux aussi. C'est qu'évidemment, il faut du Ségur. Il faut que les professionnels de santé aient leur carte CPS pour pouvoir s'identifier, etc. Il faut que tous les ordinateurs de l'établissement soient équipés. Mais il y a aussi un sujet d'organisation, quoi. Comment, en fait, tous les professionnels qui sont dans l'établissement de santé ils arrivent à utiliser cette ordonnance numérique qui part vers l'extérieur. Donc l'ordonnance de sortie, c'est quand même quelque chose évidemment dont on sait que c'est hyper compliqué à gérer, à coordonner, à centraliser dans un établissement de santé. Donc il y a du boulot organisationnel, RH à conduire. Et donc vous allez identifier l'établissement expérimentateur là en 2024 ? Ouais. Très bien, on en rediscutera. On en rediscutera, absolument. Alors en attendant, pour se voir délivrer une ordonnance, on a besoin d'une petite carte verte en pharmacie qui s'appelle la carte vitale et qui sert à donc obtenir son ordonnance ou à couper du foie gras dans le TGV. Ça dépend un peu des circonstances. J'ai vu la vidéo. Quand même, c'est très utile. Hein. Et donc, on attend sa version dématérialisée, l'e-carte vitale et son application mobile, l'app CV. C'est attendu pour fin 2025. C'est pareil, hein, la question tourne un peu autour de... Où en est-on finalement, puisque l'expérimentation a quand même été lancée en 2019, il me semble, et on a vu s'étendre petit à petit le nombre de départements expérimentateurs. Alors, où on en est, et puis qu'est-ce qu'on en attend ? Alors ça y est, en tout cas 2024, c'est vraiment l'année du déploiement de la carte vitale au sens, l'objectif c'est qu'on ait d'ici fin 2024 généralisé à la totalité des départements, parce qu'en fait on a une approche territoriale. On démarre, on a commencé par 7 départements, puis progressivement on va s'étendre. On a aujourd'hui 2 millions d'assurés qui ont été contactés et on a environ 150 applications carte vitale qui ont été activées. Donc ça y est, on se lance. C'est un sujet en fait techniquement qui est hyper compliqué puisque en fait vous devez vérifier que la personne quand elle active son application carte vitale sur son smartphone, vous avez la possibilité de vraiment vérifier que c'est bien elle. Et donc c'est un sujet. Alors c'est pas qu'un sujet pour la carte vitale, vous le voyez partout. En ce moment, il y a plein de sujets, que ce soit pour les banques, même sur LinkedIn, etc. On vous demande de vous authentifier. Donc, en fait, pour vous authentifier, il faut avoir votre carte d'identité, il faut pouvoir bouger avec votre carte d'identité, il faut qu'on soit sûr que ce soit bien vous, que ce soit bien votre carte d'identité. Enfin, donc, c'est tout un process de sécurisation, mais qui, en fait, qui n'est pas propre à l'assurance maladie et à la carte vitale, qui est, en fait, une pratique qui va s'étendre de plus en plus dans plein de secteurs. Mais c'est vrai que comme la donnée de santé et le remboursement, c'est quelque chose d'ultra sécurisé parce qu'on veut lutter contre la fraude, parce qu'on veut évidemment que la carte vitale elle serve à rembourser les bonnes choses aux bonnes personnes. On a un process de sécurité qui est important et donc c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années avec des process qu'on appelle d'enrôlement sur lesquels on a beaucoup travaillé, voilà, qu'on a amélioré parce qu'évidemment il faut que ce soit à la fois hyper sécurisé, mais si pour l'usager ça prend une demi-heure de s'enrôler, il finit par laisser tomber. Donc c'est tout ça, voilà, on a bien bossé là-dessus, on continue de travailler avec la CNIL pour finaliser ces modalités d'enrôlement, mais j'allais dire cette phase-là qui est une phase technique, elle est terminée et donc là on lance le déploiement et puis donc il faut aussi que ce soit
qui est un équipement du côté des professionnels de santé. Alors en pharmacie, ça va être assez facile parce qu'en fait, c'est juste des lecteurs de QR code qu'ils auront de toute façon. Des lecteurs, voilà. Et puis chez les médecins, il faut qu'il y ait un équipement et donc on accompagnera nous l'équipement des médecins. Mais les choses, enfin, comment dire, l'ordonnance numérique, on a vraiment un enjeu de généralisation d'ici la fin de l'année 2024. L'application carte vitale, l'idée c'est que ce soit un service qui soit proposé aux assurés qui ont envie d'utiliser ce service. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont continuer à utiliser leur carte vitale. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est facultatif et volontaire. Exactement, c'est facultatif. Et donc, de la même manière que vous avez des personnes qui utilisent leur carte bleue sur leur téléphone portable, l'objectif, c'est que les assurés, les usagers qui sont passés au tout numérique, ils aient la possibilité d'avoir aussi leur carte vitale de manière numérique, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Donc voilà, ça fait partie des services qu'on veut pouvoir offrir. Alors dans un temps un peu plus éloigné, on verra si l'application carte vitale, parce que ce sera un moyen d'authentification hyper sécurisé, ça pourra servir à faire d'autres choses, d'aller directement sur mon espace santé, etc. Mais ça, on est un peu plus... France Connect de la santé, exactement, c'est ça l'idée. Exactement. Et donc ça, on a quelques années encore devant nous, mais voilà, en tout cas l'objectif à court terme, c'est que... on se modernise et qu'on puisse proposer ce service aux gens qui considèrent que c'est utile, quoi. Alors, vous avez évoqué les travaux menés avec la CNIL. Début 2023, ils avaient un peu tiré la sonnette d'alarme, alors ils sont dans leur rôle, sur la procédure d'autorisation des services tiers. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été menés à ce niveau? Est-ce que ça évolue finalement dans le bon sens? Et surtout, est-ce que pour fin 2025, vous pensez que les délais sont tenables? Oui, pour la fin 2025, les délais sont tenables. On travaille hyper bien avec la CNIL, qui est un de nos partenaires très, très importants. Donc nous, de toute façon, on ne fait rien sans eux. Donc tout ce qu'on fait, on leur soumet, ils nous font des recommandations, on retravaille, on leur resoumet, etc. Donc c'est un travail itératif. Et donc donc on a effectivement encore des choses des questions auxquelles on doit répondre et que la CNIL nous a posées, mais ça avance bien. Les derniers retours de la CNIL sont positifs, encourageants, donc on sera prêt. Ouais. C'est bien noté. Alors, sans transition, si vous voulez bien, on va parler d'un autre sujet important. Vous en avez parlé en introduction. Il avait été annoncé dès 2019, c'est le fameux bouquet de services numériques aux professionnels, c'est le pendant professionnel de mon espace santé finalement. Où en est le développement de ce bouquet? Est-ce que vous pouvez peut-être juste nous rappeler le rôle de l'assurance maladie dans son développement et surtout ce que ça va permettre aux professionnels de santé? Alors en fait, le bouquet de services aux professionnels, c'est tous les services que l'assurance maladie, elle propose aux professionnels. En fait, quand vous êtes un professionnel de santé, vous avez deux types de services. Vous avez les services qui sont directement intégrés dans vos logiciels métiers. Et en fait, les professionnels ne le savent pas toujours, mais la plupart de ces services-là, c'est des services qui sont, pour lesquels on a développé, nous, Assurance Maladie, ce qu'on appelle des API. Donc, pour qu'il y ait, par exemple, un accès au DMP, etc., pour qu'il y ait la possibilité de faire des arrêts de travail. Donc, tout ça, c'est parce que nous, on a développé, en fait, des modules sur lesquels... Des briques, exactement, sur lesquels les logiciels métiers peuvent se greffer. Et puis, par ailleurs, on a une version web qui, aujourd'hui, s'appelle Amélie Pro, avec un certain nombre de services. Et donc, l'objectif, c'est que Amélie Pro se transforme en web bouquet de services professionnels, donc avec beaucoup plus de fonctionnalités qu'il en a aujourd'hui, notamment la possibilité, et pour moi c'est la plus importante, de pouvoir alimenter et consulter mon espace santé. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes un professionnel de santé, à partir du moment où vous êtes je vais prendre l'exemple d'un médecin, vous avez votre carte CPS. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un logiciel qui est super équipé. Et donc, il y a beaucoup de professionnels qui auront des logiciels très équipés, mais en fait, vous avez aussi plein de professionnels qui n'ont pas des logiciels très équipés parce que ce sont des professionnels qui bossent dans les PMI, qui bossent qui sont des professionnels de la santé scolaire, qui travaillent. Et donc, en fait, vous avez beaucoup de professionnels de santé qui n'ont pas le logiciel métier dernier cri, mais qui ont besoin d'avoir accès au dossier du patient, qui ont besoin d'alimenter le dossier du patient. Et donc, de ce point de vue-là, ça va être extrêmement important d'avoir ce volet web sur lequel vous pourrez vous connecter en fait avec votre ICPS Pro Santé Connect. Donc la version web et puis de l'autre côté la version logicielle. Et donc l'objectif, c'est ces deux versions, elles s'enrichissent mutuellement. Et donc vous ayez un maximum de choses qui soient intégrées dans le logiciel et que par ailleurs vous ayez un maximum de services sur Amélie Pro qui deviendra web bouquet de services professionnels. Mais en tout cas,
pour simplifier les choses pour les professionnels qui nous écoutent. L'objectif pour l'assurance maladie, c'est de développer un maximum de services qui soient utiles pour les professionnels de santé. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de services qui sont maintenant adoptés. L'arrêt de travail dématérialisé, il a été adopté parce que il est pratique. Les bons de transport, c'est la même chose. La déclaration d'un patient en ALD, c'est la même chose. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui sont utiles, qui ont été adoptées par les professionnels de santé. Et l'objectif, c'est qu'on identifie avec notamment les médecins, mais aussi les autres professionnels, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse ouvrir le web BSP, Amélie Pro, à davantage de professionnels de santé. C'est d'identifier d'autres services qui pourraient leur être utiles. Et donc là, on discute, par exemple, en ce moment avec les médecins, et donc notamment sur la prescription de soins infirmiers. On sait bien que c'est un sujet parce que vous avez d'un côté des infirmiers qui disent que voilà, en fait, ils sont pénalisés parce que les prescriptions, elles ne sont pas conformes à ce qui est attendu. Et donc, quand elles exécutent les prescriptions, elles peuvent se faire retoquer par l'assurance maladie. De l'autre côté, les médecins, ils n'ont pas le temps d'avoir des ordonnances qui soient exactement celles qui sont attendues. Et donc, ils auraient besoin d'un service pré-rempli. Donc ça, c'est une demande qui a été faite par les médecins, c'est une demande qui est faite par les infirmiers. Et donc, le fait de se dire, peut-être qu'un jour, on ait un service qui permette d'avoir en tout cas, une aide intégrée de prescription des soins infirmiers, ça peut être une des pistes sur lesquelles travailler dans les prochaines années si tous les professionnels de santé concernés sont d'accord. En tout cas, nous, l'assurance maladie, le but du jeu, c'est qu'on se mette au service des professionnels de santé pour faciliter leur quotidien. Donc là, on ouvre le chantier BSP, puisque c'est son petit nom, cette année, c'est ça. Et quelle est peut-être pour vous, qu'est-ce que vous avez identifié comme principale difficulté? Je ne vais pas dire frein, parce que on n'y est pas encore peut-être, mais quelle est la principale difficulté de ce projet finalement? En fait, il n'y a pas tellement de difficultés. Je pense qu'il faut quand je reviens à mes cercles concentriques du départ, en fait, on s'est beaucoup concentré sur mon espace santé. Parce que mon espace santé, c'est le cœur du réacteur. Le DMP, c'est le cœur du réacteur. Ensuite, le premier cercle, c'est-à-dire les logiciels métiers et les services aux professionnels, c'est ce qu'on a fait dans le cadre du Ségur. Et en fait, on est encore en train de le finaliser. Donc, la priorité, c'était que les logiciels métiers puissent intégrer ces fonctionnalités, puisque quand vous êtes un médecin, votre premier outil, c'est quand même votre logiciel. Et donc, il fallait que ces logiciels-là, ils puissent être branchés au DMP, ils puissent être branchés et puissent faire de l'ordonnance numérique, etc. Et donc là, maintenant que mon espace santé, c'est bon, que les logiciels Ségur sont en cours de déploiement et d'appropriation par les professionnels de santé, nous, Assurance Maladie, on redéplace de la force de frappe sur le déploiement de ces services aux professionnels. Mais c'est clair que l'assurance maladie, elle s'adresse d'abord aux assurés. On est d'abord, nous, le service public des assurés. Mais c'est vrai qu'on a un rôle d'interface avec les professionnels de santé, notamment libéraux, qui est hyper important. Et de plus en plus, nous, on considère qu'on doit développer des services pour les professionnels de santé. Et notamment dans un contexte où l'exercice est compliqué, où on est dans un contexte de raréfaction de la ressource médicale, où il y a beaucoup de pénibilité au travail, etc. Il faut que nous, l'assurance maladie, on arrive à proposer des services qui simplifient la vie des professionnels de santé. Voilà. Donc, on n'est pas toujours perçu comme ça, mais c'est bien notre objectif. Et donc, l'objectif, c'est qu'on arrive à développer des services qui les aident. Ouais, c'est bien de le rappeler. Alors, vous m'avez fait une transition parfaite. On va parler de mon espace santé, évidemment, qui va bientôt fêter ses 2 ans de sa généralisation. Il est opéré par l'assurance maladie et on voit venir la mutation de mon espace santé en outil de prévention personnalisée. Alors, on me rappelle, il y a un décret qui est attendu aussi en ce sens. Comme on s'est bien renseigné, on l'a consulté. Il contiendrait l'ajout de 2 fonctionnalités. Donc, permettre à l'usager de répondre à des questionnaires de santé pour préparer les rendez-vous de prévention, pareil, dont on attend le détail, les tarifs en tout cas, il me semble, et recevoir des informations de prévention personnalisées. Donc, ce sont les 2 nouvelles fonctionnalités. Ça devrait se faire à partir des informations contenues dans mon espace santé, mais la question qu'on se pose, c'est quelles sont-elles ces informations? Lesquelles? Est-ce que si j'ai mal renseigné mon profil, parce que un peu la flemme quand même, ou on se dit quelqu'un d'autre le fera, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va prendre des informations et se dire « Ah, mais c'est parcellaire, c'est pas suffisant » Est-ce que vous allez quand même réussir à me cibler pour des campagnes de prévention? Alors, c'est une super bonne question et c'est un sujet qui est en fait philosophiquement très intéressant dans le développement du numérique en santé. C'est-à-dire que, en fait, on se dit à l'ère du numérique en santé, a fortiori avec l'IA, etc., finalement, les données, nous, l'assurance maladie, on a les données des gens, donc on pourrait faire des choses hyper personnalisées, aller regarder dans mon espace santé, pousser des choses, etc. C'est là où il faut faire hyper attention, c'est qu'à la fois, nous, on a la possibilité, assurance maladie,
de faire de la prévention attentionnée, de l'aller vers. Et donc, je pourrais revenir notamment puisqu'on s'engage là, sur les dépistages organisés du cancer. Et donc, on va avoir une action très forte en ce sens. Mais de l'autre côté, il y a aussi tout ce qui relève de la protection des données des gens. Et en fait, mon espace santé, il faut le savoir, donc je le redis, les données qui sont dans mon espace santé, nous, on héberge mon espace santé, mais on n'a accès à aucune donnée de mon espace santé. Aucune. Et donc, les seules données qu'on a le droit de connaître, nous, assurance maladie, c'est les données qui sont des données qu'on appelle, nous, administratives, c'est-à-dire l'âge et le sexe. Alors, l'avantage, c'est qu'avec l'âge et le sexe, on peut déjà faire pas mal de choses en matière de prévention, parce que vous savez que sur les dépistages du cancer, sur la prévention en matière cardiovasculaire, etc., en fait, rien qu'avec l'âge et le sexe, vous pouvez pousser plein de choses sur la vaccination. Donc, il y a plein de rappels entre guillemets personnalisés, ou en tout cas mieux ciblés, qui peuvent être faits. Donc c'est sur ces deux informations qu'on va se fonder pour pousser des campagnes d'information, pour faire des rappels, etc. Mais nous, on n'aura jamais accès à autre chose qu'à ces deux données-là. La question qu'on pourra se poser dans un temps 2, c'est la personnalisation de mon espace santé par rapport à des données que le patient pourrait entrer. Par exemple, un patient pourrait dire à mon espace santé, je suis diabétique. Et donc là, mon espace santé on pourrait nous proposer une interface mon espace santé qui soit beaucoup plus adaptée aux patients diabétiques, avec davantage de mesures, davantage de conseils, etc. Mais en tout cas, nous, ce n'est pas une information à partir de laquelle on peut partir pour pousser des choses dans mon espace santé. Il faut que ce soit le patient qui le déclare. Mais ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, nous, on a par ailleurs des informations sur le fait qu'un patient est en ALD, un patient n'a pas été dépisté, etc. Et donc, par ailleurs, on va conduire, nous, des informations qui sont des invitations, des relances, des courriers, mais c'est distinct de mon espace santé aujourd'hui. Mon espace santé, c'est vraiment le carnet de santé du patient avec ses données de santé à lui, et nous, on n'y a pas accès. Est-ce qu'on peut imaginer aller un peu plus loin et le patient dit, bon, bah voilà, moi j'ai telle pathologie chronique, donc j'aurai une interface personnalisée. Est-ce que je peux dire, n'hésitez pas à me solliciter pour des campagnes de prévention? Est-ce qu'on peut être proactif et s'inscrire à des campagnes de sensibilisation via mon espace santé? Oui, absolument. Enfin, en tout cas, ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Je pense qu'effectivement, en tout cas, à terme, le fait de se dire que pour les grandes quand vous êtes un patient atteint de pathologie chronique, parce que nous, on a déjà un service, par exemple, Sophia, c'est un service qui s'adresse aux patients diabétiques, qui peut être prescrit par des médecins. Et donc, en fait, avec Sophia, qu'est-ce qu'on fait? On envoie de la documentation et puis on a de l'accompagnement motivationnel, notamment téléphonique. Mais en fait, cette documentation, on pourrait la donner à beaucoup plus de patients que ceux qui sont inscrits au service Sophia. Effectivement, un patient qui dit moi je suis diabétique sur son espace santé et qui dit je souhaite recevoir des documentations relatives à ma maladie. Donc c'est vrai qu'on pourrait de manière proactive organiser un espace avec ces informations. Donc ça, c'est des choses pour lesquelles juridiquement le texte dont vous parlez, il ne nous permet pas encore de faire ça. C'est des choses dont on doit discuter. Il faut qu'on fasse évidemment hyper attention à la protection des données personnelles. Je pense que la vraie limite, c'est l'utilisation des données de mon espace santé par l'assurance maladie ou par n'importe quel tiers. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on maintienne cette barrière de manière très ferme. En revanche, que le patient lui-même rentre des données et sollicite de l'information et de la prévention ciblée et donne son accord, là, il y a plein de choses qu'on peut imaginer offrir comme service de prévention personnalisé. Alors peut-être juste pour rappeler les chiffres, 95% des Français disposent d'un espace numérique de santé et à peu près 15% l'ont activé d'après les chiffres de décembre. Alors peut-être un petit peu évolué depuis, mais c'était à peu près ça. Est-ce que cette mutation de mon espace santé en outil de prévention pourrait booster un peu les usages? Parce que d'une certaine manière, on pourrait réconcilier un peu tout le monde avec mon espace santé, parce que on sent que c'est un peu compliqué de la prise en main, en tout cas, c'est pas dans les habitudes des Français, quoi, il faut se le dire. Donc est-ce que finalement, là, on peut espérer que ça booste les usages et que ça devienne un truc quotidien? Alors, moi, je fais partie du club des optimistes. Moi, je trouve que 10 millions de comptes activés, c'est énorme. 10 millions de personnes, 10 millions d'assurés qui ont un compte activé. Hein. Donc, ils ont, non seulement leur compte a été ouvert, donc il y a déjà des documents dessus, mais qui ont activé leur espace santé, qui sont allés dessus, qui sont allés remplir des données, etc. Donc 10 millions, c'est considérable. Sachant que ça a été fait dans une période où la première vague Ségur n'était pas allée encore à son terme. Et donc vous avez encore plein de professionnels de santé qui
qui n'utilisent pas encore de manière optimale leur logiciel, et notamment l'alimentation de mon espace santé. Mais ça va être... quand on regarde, on a 220 millions aujourd'hui de documents dans mon espace santé. C'est une dynamique qui est exponentielle. Et donc, là, de fait, j'encourage évidemment les patients à aller sur mon espace santé, à regarder, mais je veux dire, les usages, le fait d'avoir déjà 10 millions de personnes qui l'ont activé, c'est considérable. Et le fait que là, on arrive au terme de la première vague Ségur et que l'usage se répande, mais ça va marcher. Ça va marcher parce que les professionnels de santé, ils en ont besoin. Vous avez besoin de connaître le dossier de votre patient. Je veux dire, en termes de coordination pour les professionnels de santé, de gain de temps, c'est essentiel. Et pour le patient, le fait d'avoir l'ensemble de ses données, d'avoir tout son historique, etc., je veux dire, c'est fondamental. C'est quelque chose qui est demandé par les usagers, qui est porté par les associations de patients, qui est porté par les professionnels. Enfin, tout le monde est d'accord sur l'utilité de cet outil. Ça a été long à mettre en place parce que c'est un objet hyper compliqué. Il faut tout bouger à la fois. Il faut bouger à la fois l'objet pour les patients, les services pour les professionnels, l'accompagnement, etc. Mais ça y est, quoi. Adapter la technique. Il faut adapter la technique, etc. Mais ça y est, on arrive dans le monde interopérable. Maintenant, les systèmes sont interopérables. On a 10 millions de comptes qui sont activés. Mais je pense que ça va être exponentiel en termes d'activation encore cette année, en termes de documents alimentés. Donc ça y est, la machine, elle est enclenchée, quoi. Alors non, je vais être un peu optimiste quand même. Je crois que l'objectif initial, c'était 250 millions de documents, donc 220 millions, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Et peut-être juste pour rappeler à nos web spectateurs les derniers chiffres en termes de médecins alimentateurs, on était à quasi 45 000, c'est ça, en novembre, hein. Exactement. Donc bon, effectivement, ça commence un peu à... Exactement. Mais, je veux dire, tous les professionnels ont intérêt à jouer le jeu. Parce que, je veux dire, le principe de la coordination ou de l'absence de coordination des soins pour le patient, c'est ça le cœur des ruptures de parcours aujourd'hui. Je veux dire, quand vous êtes un patient et que, en fait, vos différents professionnels de santé, ils ne savent pas, ils n'ont pas accès à votre dossier, ils ne connaissent pas votre historique. Je veux dire, ça va changer la vie des patients, des professionnels de santé. On va tous gagner du temps, ça va être plus efficient, il n'y aura plus d'examens redondants. Enfin voilà, et puis le parcours patient dont on parle depuis tellement longtemps et le fait que les patients aient des ruptures de parcours, etc. Enfin, je veux dire, le numérique, il n'y a pas que le numérique dans la vie. Il faut aussi de l'humain, des gens pour accompagner les patients, etc. Mais le numérique, c'est quand même un facilitateur énorme pour le parcours du patient et la fluidification des échanges entre les professionnels. Le défi, c'est de s'en saisir. C'est peut-être plus ça, le plus compliqué finalement. Ouais, et c'est pour ça que pour moi, on a franchi une barrière. Maintenant, c'est bon. Enfin, je veux dire, maintenant qu'on a 10 millions de comptes activés, que la vague 1 du Ségur est passée, je pense que le plus dur est derrière nous. Et je pense que ça va rentrer dans les habitudes des... Oui, d'ailleurs, dans des gens. La vague 2, il me semble que l'alimentation de mon espace santé est une priorité. Et que donc, du coup, on va pouvoir commencer à regarder mon espace santé, prendre réellement forme et... Ouais, et puis on a plein de choses hyper intéressantes qui vont arriver. Aujourd'hui, vous avez le carnet de santé de l'enfant, il est papier. Il faut garder cet objet parce que c'est un objet hyper important. Mais par ailleurs, le fait de pouvoir avoir les certificats qui sont dématérialisés, c'est hyper important parce que ça va pouvoir permettre d'alimenter la PMI de manière exhaustive. Ça va nous permettre de consolider des données épidémiaux. Ça va permettre aux différents professionnels qui interviennent autour des enfants d'avoir accès à tous les résultats des examens obligatoires. De toujours l'avoir. Ouais, exactement. Nous, déjà, les nôtres, on ne sait pas où ils sont, on a tous fini par les perdre. Enfin, c'est très compliqué. Et c'est pour quand, ça, ce carnet de santé de l'enfant, 100% numérique, idéalement? Là, c'est 2024. En tout cas, ça fait partie. C'est dans la vague du Ségur pour la médecine de ville. Et puis, nous, on est en train de le développer côté assurance maladie. Donc avec un rattrapage des années précédentes, pour un enfant de 2-3 ans, par exemple, est-ce qu'on aura l'historique ou est-ce qu'on va commencer avec les... Non, aujourd'hui, tout est papier. Donc, il y a les parents, les professionnels qui pourront le compléter. Le saisir eux-mêmes, oui. Le saisir eux-mêmes. Mais l'objectif, à la fin, c'est qu'on puisse avoir... Enfin, c'est quand même dingue aujourd'hui de se dire qu'on a autant de données sur la santé de l'enfant, mais qui est une donnée qui est non structurée, qui est pour la plupart non partagée, qui n'est pas exploitée d'un point de vue épidémique. Bref, on a... Voilà. Donc, sur la santé de l'enfant, là où il y a des inégalités... sociale de santé qui se crée très rapidement, le fait qu'on puisse repérer très tôt les écarts aux soins,
qu'on puisse avoir davantage de données épidémiologiques sur la santé de l'enfant, etc. C'est juste fondamental. Et donc, voilà, ça fait partie des évolutions. Et on ne fait pas du numérique pour faire du numérique. On fait du numérique parce que derrière, on a des enjeux d'accès aux soins, de santé publique, de prévention. Et donc, voilà, c'est-à-dire, on a construit là la machine. On a branché les tuyaux. Et puis maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de la santé publique, voilà, de l'accès aux soins. Il faut que tous ces outils-là puissent être mis au service des patients, des professionnels de santé, et qu'on fasse de la meilleure santé, de l'excellente santé au service de tous. Et ça, le numérique est un outil pour y parvenir. Évidemment, ça ne va pas remplacer, mais c'est un outil quand même hyper pratique qui va nous permettre de faire plein de choses, quoi. Ouais, c'est important quand même de le rappeler. Alors, normalement, on est avec un public d'avertis, mais ça ne remplace pas le médecin, ça ne remplace pas le corps médical, ça l'aide. C'est le projet quand même. C'est tout le projet. Pardon, exactement. L'objectif, désolé, c'est hyper important parce que par exemple, on regardait le temps de consultation d'un médecin. Le temps de consultation d'un médecin, il est de 15 minutes en France, il n'est que de 5 minutes en Allemagne. Nous, l'objectif, c'est surtout pas qu'il se réduise les temps de consultation, mais c'est qu'au sein de cette consultation, le temps passé avec le patient, à parler avec le patient, etc., il soit le plus long possible par rapport à la part administrative qui consiste à remplir des choses, etc. Et donc, c'est bien ça l'idée du numérique en santé, c'est de faire en sorte que le professionnel de santé, il ne passe pas des heures à retrouver son dossier, à retrouver les... Donc le numérique, ça doit être un outil qui lui permette de passer davantage de temps qualitatif avec son patient, parce que j'allais dire, tout ce qui est back-office, tout ce qui est administratif, tout ce qui est échange de données, tout ce qui est coordination, en fait, ça se fait de manière beaucoup plus automatique. Et souvent, ce message, il n'est pas très bien compris, c'est-à-dire ça peut donner le sentiment qu'on essaie d'imposer des cadences infernales de productivité. En fait, le sujet, c'est bien de libérer du temps humain. L'objectif, c'est pas de transformer le temps humain en temps numérique, mais c'est de libérer du temps humain, parce que l'humain, c'est le cœur de la santé, c'est ce qui fait qu'un patient, il est correctement soigné. Mais pour faire ça, on a besoin que les professionnels ils soient correctement équipés, quoi. Alors, avant de passer aux questions au temps d'une dizaine de minutes, il nous reste encore un peu de temps. Je voulais revenir avec vous sur une autre création de l'assurance maladie. C'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, le département télésanté et innovation. Donc, on a soufflé la première bougie. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les premiers pas et puis surtout savoir ce que vous préparez pour 2024? Oui, alors c'est un département qui a été effectivement, qui a soufflé sa première bougie. Alors, je reviens sur mon truc concentré, que c'est vrai qu'on avait, nous, une direction du numérique en santé, donc qui a développé mon espace santé. On a 2 directions qui s'occupent, avec en plus des SI, mais de tout ce qui est service aux professionnels, donc tout ce qui est logiciel métier et puis service aux professionnels. Mais en fait, il nous manquait, j'allais dire, le 3e cercle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait par rapport aux services numériques qui sont proposés par des tiers. D'où l'importance de ce département. Donc, ce département, il a bossé cette année sur tous les référentiels sur la téléconsultation. Donc là, ce qui va sortir, c'est le fruit de travaux conjoints entre le ministère, la Haute Autorité de Santé et ce département à l'assurance maladie. C'est ce département aussi qui a travaillé sur la généralisation de la télésurveillance en lien avec le ministère de la Santé, sur les forfaits de remboursement, etc. Donc la télésurveillance est rentrée dans le droit commun avec désormais des forfaits qui permettent notamment pour les patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque, de diabète, d'avoir des forfaits majorés. C'est aussi le département en lien avec la direction de la sécurité sociale qui a mis en place PECAN, alors PECAN, c'est la prise en charge anticipée pour tout ce qui est télésurveillance et thérapie digitale. Et donc, c'est de la même manière que quand vous remboursez un médicament, vous avez tout un process avec certaines dérogations pour aller plus vite. Et ben, on a construit exactement la même chose pour tout ce qui est thérapie digitale, télésurveillance et de manière générale dispositifs médicaux numériques en lien avec le ministère et la Haute Autorité de Santé. Donc c'est tout ça qu'on est en train de structurer, sachant que ce qui est encore devant nous, c'est tout ce qui relève des thérapies digitales. Et puis, au-delà de ce qu'on doit et de ce qu'on va rembourser, ce dont je vous parlais au tout début de notre entretien, à savoir la labellisation des services numériques, puisque moi je suis convaincue qu'il y a des thérapies digitales qui vont être remboursées
qui vont être remboursés. Mais la thérapie digitale, il faut que ce soit comme un médicament, c'est-à-dire que pour être remboursé, il faut qu'il y ait une amélioration du service rendu au patient qui ait fait ses preuves. Et donc ça demande, c'est un niveau d'exigence extrêmement important. Mais finalement, vous pouvez aussi avoir un service numérique pour le patient qui soit de l'accompagnement au quotidien, des conseils, etc., qui ne soit pas une thérapie en tant que telle, mais qui soit plutôt de ce qu'on appelle de la guidance parentale, par exemple, quand on parle des enfants, qui soit des conseils, qui soit le fait de pouvoir interagir avec des professionnels de santé, etc. Donc en fait, il y a plein de types de services numériques aujourd'hui qui sont en train d'émerger. Nous, on a sorti, en lien avec le GIE Cézanne Vital, une segmentation de tous les services numériques qui existent et qui sont déployés. Et donc, l'objectif, c'est qu'on arrive, pour ces différents types de services, à poser un cadre et à dire, à minima, parce qu'en fait, ils sont déjà disponibles. Donc, en fait, vous êtes un patient, vous avez déjà plus de, je ne sais pas combien, 200 000 applications de santé qui existent. C'est difficile de se repérer entre Petit Exactement. Bambou et Exactement. Moufcare, il y a quand même un monde. Exactement. Et donc nous, moi je suis convaincue que, indépendamment du fait qu'on en remboursera peut-être 1, 2, 3, 4 de ces applications, le truc qui est hyper important, c'est qu'on puisse dire aux usagers, en fait, ces 20 applications-là, on les a testées, elles sont conformes aux recommandations scientifiques. Les données, elles ne sont pas envoyées aux États-Unis ou je ne sais pas où. Il n'y a pas d'utilisation secondaire de vos données. La confidentialité est respectée, etc. Et donc, en fait, c'est ça, nous, qu'on va apporter. C'est le fait de vérifier que les applications qui se présenteront au référencement, elles sont conformes à un certain nombre de critères. Et ça, je pense que ça a une valeur ajoutée très, très importante dans les années à venir, sachant que j'aimerais bien qu'on fasse aussi la même chose pour les outils à disposition des professionnels de santé, sachant que ça concerne en réalité pas que les outils numériques, mais plus généralement l'équipement des professionnels de santé. Aujourd'hui, vous avez des publications scientifiques, mais les professionnels de santé, ils acquièrent du matériel, mais il n'y a pas d'évaluation tiers qui permettent aussi le cas échéant, d'accompagner des établissements de santé ou des professionnels de santé quand ils acquièrent du matériel, de savoir si c'est du matériel qui a une évaluation correcte. Et donc, notamment avec tout ce qui arrive en matière d'IA et en matière de numérique, le fait que nous, on puisse aider, en tout cas, à apporter une évaluation, plus une labellisation, parce que l'évaluation, c'est jamais nous qui la faisons, c'est toujours les professionnels, mais les professionnels de santé, ils sont capables de, par exemple en imagerie, vous avez de l'imagerie avec de l'IA, ils sont capables de dire si oui ou non ça a un bénéfice. Il y a des publications scientifiques qui peuvent sortir, mais ensuite, l'objectif derrière, c'est que ce soit le plus possible les équipements qui ont été évalués par les professionnels qui soient achetés et diffusés, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Et donc c'est vrai pour l'équipement lourd, c'est vrai pour ce qui arrive en termes d'IA, notamment en imagerie et en anapath, c'est vrai pour les services numériques d'aide à la prescription ou tous les services numériques qui peuvent aider les professionnels et qui aujourd'hui ne sont pas, entre guillemets, vérifiés. Et donc, il faudrait que les professionnels puissent les vérifier, qu'ils puissent être financés pour le faire, et puis ensuite qu'il y ait un tampon qui soit un tampon public. Pour que, voilà. Est-ce que ça vous fait peur, l'IA? On a notre collègue, la Marie-Angèle Lefebvre, qui est revenue de sa semaine au CES à Las Vegas. Et donc, l'IA était évidemment sur toutes les lèvres. C'est le sujet. Mais alors, ça fait 2 ou 3 ans quand même que c'est déjà un peu le sujet. Mais on a vu l'hystérie collective ChatGPT. Et donc, on s'interroge évidemment sur nos impacts quotidiens, l'impact quotidien de l'IA sur nos vies. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez qu'à un moment, ça peut nous échapper? Alors l'IA, par ailleurs, je trouve que l'IA, ces derniers mois, ça n'a plus rien à voir. Enfin, la manière dont on parlait de l'IA il y a 2 ans et la manière dont on parle de l'IA aujourd'hui, ça a juste rien à voir. Enfin, nous, on a fait avec tous les directeurs de caisse d'assurance maladie, on a eu un week-end de formation spécifique sur l'IA. C'est quand même quelque chose qui va être... dont même les plus grands spécialistes nous disent qu'ils ne savent pas bien encore comment ce truc-là va non, mais c'est parce que, je veux dire, les potentialités sont juste hallucinantes. Et donc, on rentre un truc dans la machine, on ressort un autre. Bon. Il y a des choses qui sont évidentes, c'est-à-dire que l'IA, quand c'est... l'IA, en tout cas en santé, il y a 2 utilisations aujourd'hui qui sont déjà rentrées dans le quotidien des professionnels et des assurés. Vous avez les boucles semi-fermées pour les patients atteints de diabète. Donc, c'est grosso modo un lecteur de glycémie qui est intelligent et qui permet d'avoir derrière une pompe insuline qui réagit de manière semi-automatique. Concret, artificiel. Voilà. Et puis, vous avez l'IA qui est en fait
un module supplémentaire en imagerie ou en anapath. Et donc, grosso modo, c'est l'IA qui a avalé des tonnes d'images d'imagerie et donc qui est capable d'orienter et d'aider le professionnel de santé. Donc, ça ne remplace pas le médecin. Le sujet, ce n'est pas ça. Ça augmente sa productivité, ça augmente la qualité, évidemment, de ce qu'il peut produire. Mais une fois, donc ça, c'est les usages qui sont bien identifiés. Mais après, l'IA dans l'absolu, je pense que ça fait partie voilà, à titre personnel, des giga-révolutions qui arrivent. De toute façon, on ne pourra pas faire ça. Donc, c'est ou le rouleau compresseur, on s'en saisit, on en fait quelque Ouais, chose. et puis rouleau, enfin, en tout cas, voilà, comment, il faut qu'on, partout où on voit comment l'utiliser, il faut qu'on l'utilise. Donc, tout ce qui est le fait de faciliter, même nous, en tant que service public, l'IA, ça va être extrêmement utile. On va pouvoir s'en servir, etc. Mais potentiellement, ça a un impact sociétal qui dépasse très, très largement le champ de la santé. On va voir ce que ça donne. Mais honnêtement, quand on voit les dernières publications sur l'IA, c'est quand même super impressionnant. Je ne sais pas si c'est flippant, c'est juste que c'est un changement de paradigme. Quand on se dit on arrive dans un truc très nouveau par rapport à ce qu'on imaginait. Encore une fois, le fait d'avoir des algorithmes apprenants qui, parce qu'ils ont avalé beaucoup d'informations, sont capables de manière plus fiable de restituer quelque chose. Ça, c'est quelque chose dont on voyait à peu près à quoi ça ressemblait. Mais en fait, là, maintenant, on a de l'IA qui est capable de générer des choses dont on ne sait pas bien comment aller chercher ça. Ce qui peut légitimement effrayer, c'est effectivement ce problème récurrent d'explicabilité, compliqué ce mot, des algorithmes, justement, de ne pas savoir comment ils ont été construits et ce qu'il y a derrière, ce qui se cache derrière. Alors, je crois que c'est un peu tout le projet autour de toujours maintenir une garantie humaine. Et donc, je pense qu'effectivement, on va y arriver assez rapidement. Mais il y a une réglementation européenne, c'est beaucoup discuté au niveau européen aujourd'hui, parce qu'en fait, personne ne sait ce qu'il y a derrière. D'une certaine manière, c'est que à partir du moment où vous avez des algorithmes apprenants, l'algorithme, il change. Et donc, en fait, plus vous lui donnez des choses à manger, plus il se modifie. Et donc, les spécialistes de l'IA aujourd'hui, parfois, ils testent un truc, et tout d'un coup, il y a un truc qui sort, et ils disent « Ah ouais, en fait, quand on lui demande ça, il peut sortir ça, mais en fait, on ne le savait pas avant. » Et donc, ça pose des tonnes de questions éthiques. De biais de biais, bien sûr. On se demande évidemment les nourrissons de ce qu'on va Absolument. Ce qui va ressortir, ce qui est peut-être terrible d'ailleurs. Exactement. Et donc, en tout cas, il y a beaucoup de travaux au niveau européen, notamment sur la manière dont, sur les données qui peuvent être alimentées ou rendues publiques, qui peuvent être absorbées par, entre guillemets, les machines d'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, le cœur du réacteur, c'est d'arriver à protéger la donnée initiale. Voilà. Et donc ça, honnêtement, ça dépasse le champ de l'assurance maladie. Donc nous, on s'intéresse évidemment beaucoup, mais c'est un sujet de régulation. Qui est quand même un peu hors cadre. Ouais. Eh bien, merci pour toutes vos réponses. On va passer aux questions. Alors, je préfère vous prévenir, on en a quand même beaucoup, ce qui est plutôt une bonne chose. Bon, je vais faire des réponses courtes. Mais alors, certaines sont très courtes. On va peut-être commencer avec la première question qui s'affiche. Donc, les praticiens hospitaliers peuvent-ils tous avoir une ICPS ? Oui, absolument. Absolument, et ça, c'est un enjeu majeur de déployer les ICPS partout dans les établissements de santé. Alors, on sait que les process sont un peu compliqués, etc., mais déjà, c'est possible et c'est évidemment une priorité. C'est ça qui fait que en fait, l'accès aux dossiers patients, l'alimentation des dossiers patients, elle sera possible pour tous les praticiens hospitaliers. Possible et recommandé, on tend vers ça, finalement. Alors, à quand les téléservices pour les praticiens hospitaliers qui n'ont pas accès aux téléservices d'Amélie Pro et qui sont demandeurs ? Alors là, pareil, l'objectif, c'est que la ICPS, les praticiens hospitaliers, ils puissent aussi avoir accès à un maximum des services qu'on propose, nous, aux professionnels, aux médecins libéraux. Donc, on va essayer d'élargir à la fois aux autres professionnels libéraux et puis aussi aux praticiens hospitaliers, parce que nous, on a évidemment intérêt à ce que tous nos téléservices puissent être utilisés par... Oui, parce qu'il y a peut-être une offre vraiment importante, pléthorique pour des médecins de ville, mais qu'on retrouve plus difficilement à l'hôpital, et c'est normal, qu'on n'a pas le même niveau de bien sûr. Finalement. Mais en tout cas, il faut que ces services-là puissent être utilisés par n'importe quel praticien à l'hôpital, c'est une évidence. Alors, on va continuer avec la prévention. Concernant la prévention, est-il possible de préciser les mesures d'accompagnement sur le terrain avec les outils au-delà des bilans, prévention annoncée? Ces mesures s'appuieront-elles toutes sur mon espace santé?
Alors, comme je l'ai expliqué, mon espace santé, ça reste un espace clos. Donc, à part le sexe et l'âge, qui nous permet de faire passer plein d'informations personnalisées. Mais c'est ça, nous, on n'utilise pas ces données. En revanche, dans mon espace santé, le patient, il a la possibilité de remplir un auto-questionnaire et en fait, on a ajouté plein de choses. Il va y avoir des nouvelles mesures, etc. Et donc, en fait, le patient, il peut remplir plein d'informations et notamment un questionnaire qui a été travaillé avec le Collège de médecine générale, etc. Et donc ça, une fois qu'il l'a rempli, il peut le mettre dans son dossier et donc les praticiens qui reçoivent le patient soit pour mon bilan prévention, soit de manière générale dans le cadre d'une consultation ou d'un échange, ils ont accès à ces questions pré-remplies par le patient et donc c'est un support qui permet aux praticiens et aux patients de gagner du temps parce qu'il y a déjà des éléments qui ont été remplis par le patient. Très bien. Alors, on continue sur l'innovation. La CNAM a-t-elle dorénavant un service dédié au développement d'IA du genre compagnon? Alors oui, donc on a plusieurs départements. On a le département qui s'occupe des produits de santé et donc dans les produits de santé, il y a tous les dispositifs numériques, médico-numériques, dont font partie évidemment tous les dispositifs compagnons. Et puis on a par ailleurs, ce dont je vous ai parlé, à savoir le département télésanté et innovation numérique, où là on essaie d'identifier ce qui est tous les téléservices ou toutes les offres numériques qui sont proposées aux patients pour voir comment est-ce qu'on peut, le cas échéant, les réguler. Mais en tout cas, typiquement sur les dispositifs compagnons, là où il y a de l'innovation de rupture, de toute façon, il y a déjà un process qui existe d'évaluation par la Haute Autorité de Santé, de remboursement. Et donc, j'allais dire, c'est presque rentré dans le droit commun des dispositifs médicaux. La HAS, maintenant, elle sait évaluer les dispositifs médicaux numériques et elle l'a montré, il y a plusieurs dispositifs médicaux qui ont été remboursés. Alors, je vais profiter du fait d'avoir le micro pour poser ma question. Ouais. Le département télésanté et innovation, aujourd'hui, il compte combien de personnes dédiées? Et puis surtout, je suppose que vous travaillez avec tous les services de l'assurance maladie. Oui, alors c'est forcément un peu transversal. Oui, bien sûr, c'est une petite équipe de 5 personnes qui travaille avec, évidemment, tous les services de l'assurance maladie, les produits de santé, les professionnels de santé, les pathologies chroniques, la prévention. Enfin, donc voilà, l'assurance maladie, on couvre tous les champs de la santé, à la fois de l'offre de soins, des assurés, du numérique, etc. Et donc là, c'est l'équipe qui est vraiment en charge de faire le lien, de recevoir et de découvrir, j'allais dire, tout l'univers des startups du numérique en santé et de voir comment est-ce qu'en lien avec les différents départements métiers, on peut faire rentrer ça ou pas dans notre quotidien. Très bien. Alors, on va continuer avec les questions du public. 2 questions sur la téléconsultation. La limitation à 20% concerne-t-elle également les actes de téléradiologie? Et une question sur les négociations de la convention médicale. Un tarif particulier est-il prévu pour les téléconsultations? Alors, on a proposé, je le dis parce que ça a été rendu, nos propositions, elles sont désormais publiques dans le cadre de la convention médicale, puisqu'on poste à chaque fois au grand public sur Amélie les supports comme demandé par les syndicats avec qui on discute. Et donc, effectivement, on a proposé que la télé-expertise, elle soit sortie du seuil des 20%, ce qui avait déjà été proposé en fait en janvier dernier. Et donc, la téléradiologie, en fait, c'est de la télé-expertise. C'est-à-dire, ça le fait pour un professionnel de faire une analyse à distance. Et donc ça, de toute façon, ça ne rentrera pas dans En tout cas, ce qui est posé sur la table, c'est que ça ne rentre pas dans le seuil. Et tout le monde a l'air d'être à peu près d'accord là-dessus, parce que c'est 2 exercices quand même très différents. La télé-expertise et la téléconsultation au sens... un tarif particulier. Alors, comme vous le savez, dans le règlement arbitral, la consultation a été revalorisée, mais pas pour les téléconsultations. Donc, la revalorisation de 1,50 €, là, c'est pas appliqué aux téléconsultations. Donc, ça, c'est une décision du règlement arbitral. Et là, pour le coup, le tarif de la consultation et de la téléconsultation, c'est au menu des discussions conventionnelles. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on est en train de discuter avec les partenaires conventionnels. Et donc, ça, le cas échéant, on aura une réponse si on arrive à signer avec les médecins. Et juste pour revenir très rapidement sur la question du seuil et des 20% du volume d'activité médicale, ça, on est sûr qu'on n'y touche plus, ça ne bouge pas, parce que le président avait un peu hésité pendant ses vœux il y a 1 an. Si. Enfin, en tout cas, c'est un dispositif conventionnel. Donc là, il est remis sur la table avec... Donc on en reparle avec les médecins.
je pense que le sujet, c'est surtout... En fait, on n'a même pas 1500 médecins qui atteignent le seuil des 20%, donc c'est rien du On est tout. quand même très loin. Donc le sujet, c'est pas tellement le... Voilà, mais en revanche, c'est le fait d'avoir une forme de cadre, notamment pour les plateformes de téléconsultation, pour qu'on n'ait pas des médecins qui passent que ça. Mais après, c'est pas un seuil qui est dur, dans le sens où, en fait, on a identifié avec les partenaires conventionnels plein de cas dans lesquels peut-être qu'il faut faire sauter ce seuil, parce que pour la psychiatrie, c'est un peu différent. Quand vous êtes un médecin retraité, quand vous êtes, j'en sais rien moi, en congé maladie. Enfin, donc, il peut y avoir un certain nombre de cas de figure dans lesquels le seuil peut être ajusté, ou voilà, l'objectif, c'est pas d'avoir un truc complètement fermé, mais il faut que les médecins, voilà, c'est aux médecins de déterminer ce que doit être la règle en matière de téléconsultation. Et donc, autour de cette règle-là, il va y avoir des aménagements pour que ce ne soit pas dans le sens de ce qu'a annoncé le président de la République il y a un an. Très bien, merci. Alors, j'en profite parce que j'ai également des questions qui arrivent sur ma tablette. Pharmacien, praticien hospitalier dans un CH, je suis complètement favorable à l'intégration de tous les outils numériques proposés par les mesures Ségur, dont, dans ma pratique quotidienne, la consultation du DMP et son alimentation. Mais force est de constater que nous, professionnels de santé hospitaliers, ne sommes pas du tout accompagnés pour utiliser ces outils. Le sentiment d'un abandon complet des équipes hospitalières est largement prédominant. Posez la question aux médecins et vous verrez que le niveau de connaissance et de maîtrise de ces outils est proche de zéro. Comment y remédier? Bien sûr, du témoignage. Non, mais moi, par ailleurs, je partage totalement ce constat pour en avoir discuté avec beaucoup de gens qui travaillent à l'hôpital. C'est-à-dire qu'en fait, le Ségur, il permet aux établissements de santé, et donc, mais c'est la direction des services informatiques, etc., d'implémenter un certain nombre de services. Le sujet, c'est la manière dont c'est diffusé dans les organisations. Et c'est pour ça que, ce dont on parlait tout à l'heure, pour qu'à l'intérieur de l'hôpital, il puisse y avoir un vrai usage du dossier médical partagé, de l'ordonnance numérique, de tous ces services-là, de la messagerie sécurisée entre professionnels de santé. Ce n'est pas qu'un sujet numérique, c'est un sujet organisationnel. Il faut que tous les praticiens aient une ICPS, il faut qu'ils acceptent. Donc ça, c'est un projet RH, quoi. Il faut que chaque professionnel, il ait un portable, un téléphone portable, entre guillemets, qu'il accepte que ce soit pro ou perso. Alors, de fait, tous les médecins aujourd'hui à l'hôpital, ils utilisent WhatsApp toute la journée, etc. Donc, je pense que ce qui était, il y a 10 ans, hyper compliqué à déployer, la carte CPS était compliquée. Maintenant que vous avez un téléphone portable, je veux dire, ce téléphone portable, il permet déjà aux professionnels à l'hôpital de se coordonner. Donc, le fait d'avoir la ICPS dessus, ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Et donc, c'est ça l'enjeu. Mais il faut effectivement qu'il y ait un déploiement à l'intérieur de l'hôpital, qu'il y ait un projet RH, un projet d'établissement, comment on s'organise. Et donc, c'est sûr que nous, Assurance Maladie, on a des délégués du numérique en santé qui ont beaucoup accompagné les professionnels libéraux. Et donc, il faut qu'on trouve une manière d'accompagner aussi à l'intérieur des établissements de santé, en lien avec les grades, les établissements de santé, et surtout à l'intérieur des établissements de santé, toutes les équipes internes. Donc parce que c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, qu'en libéral. Et donc, il faut que c'est des vrais projets d'établissement qui doivent être conduits, quoi. Parce qu'on le rappelle quand même, hein, ça paraît évident, mais l'innovation, elle n'est pas seulement numérique, elle est aussi organisationnelle. Et Bien sûr. c'est important que les deux suivent, finalement. Exactement. Alors, on va continuer sur les questions du public qui apparaissent. Alors, bonjour, est-ce qu'un encadrement pour la téléexpertise est à anticiper? Quelles obligations pour les éditeurs de logiciels? Alors oui, en tout cas dans la LFSS, est-ce que c'est la LFSS pour 2023, donc il y a un an, il y a un article qui a été voté qui dit clairement que toutes les solutions numériques, elles doivent être conformes aux critères de l'ANS, etc., d'interopérabilité, de sécurité de la donnée, etc. Donc en fait, le socle du numérique, le socle d'interopérabilité, il s'impose à toutes les solutions numériques. Après, là, on a démarré avec la téléconsultation pour l'obtention d'un agrément. Et donc effectivement, l'objectif, c'est ensuite on puisse décliner des agréments pour d'autres types de services numériques. Et je pense que notamment la téléexpertise s'y prête bien parce que c'est un secteur qui est maintenant relativement mature.
Mais je pense que les acteurs de la téléexpertise ne seront pas surpris parce que c'est toujours les mêmes 200 indicateurs Oui. de l'ANS, donc ils sont connus. C'est le respect du RGPD, c'est le respect de la confidentialité des données, etc. Donc c'est des choses qui sont maintenant assez connues du secteur, mais effectivement le fait d'avoir à un moment donné un agrément pour les sociétés de téléexpertise, je pense que ça viendra, ouais. Donc ouais, ils doivent s'y attendre finalement. Elles en doivent s'y voyant attendre. La loi leur impose déjà, entre guillemets, de se conformer à ces critères. Et donc le fait qu'il y ait un agrément, c'est-à-dire qu'il pose une condition a priori au remboursement, etc., ça c'est quelque chose qui n'est pas encore cranté dans le marbre, mais qui arrivera sans doute. Mais il ne faut pas que... Voilà, c'est quelque chose de normal dans l'évolution de la régulation de ce secteur. Merci. Alors, on continue. Quelle sera la sanction pour les logiciels n'ayant pas implémenté l'ordonnance numérique au 31 décembre 2024 et permettant encore l'envoi de simples PDF par les médecins? Alors c'est toujours pareil, hein, quand il y a des obligations qu'elles ne sont pas respectées, la loi elle prévoit des sanctions. Après, honnêtement, nous on n'est pas du tout là. Enfin, l'objectif c'est surtout pas de dire voilà, il y a un bâton, vous allez avoir des sanctions, bon, la loi elle impose une généralisation, donc on va déjà faire en sorte de respecter la loi. L'idée, c'est de pas en arriver là. Exactement, l'idée c'est de ne pas en arriver là, donc on verra si jamais on n'y arrive pas. Voilà, si la loi n'est pas respectée, on verra ce qu'on fait. Mais pour l'instant, on part du principe que tout le monde a envie de respecter la loi. C'est un tout autre sujet, mais on a quand même... Alors nous, c'est quasiment partie d'un marronnier maintenant, la sérialisation en pharmacie, on a eu beaucoup de mal, et puis finalement, c'est tombé. Hein. Déjà, maintenant, des sanctions de 2 000 €, il me semble, qui viennent frapper les pharmaciens récalcitrants. Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va finir par arriver pour l'ordonnance numérique? Donc, idéalement, la réponse est idéalement non. Oui, en tout cas, on va pas démarrer avec des sanctions, ça c'est sûr que non. Ouais. En revanche, le but du jeu, c'est déjà que chacun puisse s'approprier l'outil. Il y a certainement des choses à améliorer, etc. Mais voilà, comme toute obligation, au bout d'un moment, il faut qu'elle soit respectée. Sinon, voilà, vous ne pouvez pas faire des choses qui sont illégales Oui, bien sûr. de manière... C'est mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, que pensez-vous des solutions logicielles nichées sur des verticales permettant la coordination des acteurs d'une filière et spécifiques à leur métier? Mystérieuse la question. Non, alors je me demande si c'est pas des choses notamment en ophtalmo. Ouais, peut-être, une spécialité. Alors en tout cas, là où il faut qu'on fasse attention, c'est que, mais ça sert à ça aussi le cadre d'interopérabilité, c'est qu'on n'ait pas des solutions qui soient des solutions d'exclusivité, où en fait, vous êtes un ophtalmo et vous êtes un orthoptiste, et en fait pour vous parler, si vous n'avez pas le même logiciel, c'est pas possible. Donc ça, donc il y a effectivement des éditeurs qui développent des outils hyper intéressants en termes de verticalité, d'intégration, etc. Mais en revanche, il ne faut pas que ce soit captif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le fait qu'il y ait un module qui soit pris par l'un, que ça oblige les autres dans la verticale à prendre le même produit. Mais ça, le cadre d'interopérabilité, normalement, il n'empêche ça, puisque de toute façon, tous les modules vont devoir pouvoir se greffer les uns aux autres Et communiquer les uns avec les autres. C'est bien en tout cas, c'est bien l'enjeu de l'interop. Alors, vous avez évoqué la non-réutilisation des données de mon espace santé, mais y a-t-il une cible d'interfaçage avec le Health Data Hub, des datas pseudonymisées, voire anonymisées? Non. Non. En tout cas, en tout cas, vraiment, la loi aujourd'hui, elle ne nous autorise pas à le faire. Et donc, c'est pas prévu. Très bien. Alors, les données médicales dans mon espace santé sont-elles hébergées uniquement par des serveurs français? Absolument. Très bien. Comment se développe l'activité de télésurveillance médicale depuis son remboursement? Comment surveillez-vous la montée en charge? Alors, c'est vrai que c'est un gros sujet qu'on a un peu abordé, mais c'est quand même le sujet 2023, en tout cas, en numérique. Non, ça fait clairement partie des très grosses avancées de 2023, le remboursement de la télésurveillance et le remboursement en droit commun. Comme c'est le démarrage, on n'a pas encore de données stables à communiquer, mais on essaiera de le faire le plus vite possible. Et puis après, il va y avoir tout un accompagnement pour que les professionnels s'en saisissent, à la fois en diabéto, en cardio, en cancéro. Donc on a maintenant
quelques dispositifs de télésurveillance qui ont vraiment fait leurs preuves. Il y en a d'autres qui doivent encore le faire. Donc, par ailleurs, la Haute Autorité de Santé, elle met un dispositif de contrôle des données en vie réelle pour pouvoir ajuster et renforcer au fur et à mesure ces exigences. À part quelques dispositifs, il y en a encore beaucoup qui ont des preuves à faire en termes de services rendus. Mais ce qui est clair, c'est que toutes les équipes qui ont expérimenté, les équipes de professionnels de santé qui ont expérimenté la télésurveillance, notamment via étapes, elles sont toutes convaincues de l'avantage pour les patients et le fait qu'on évite les réhospitalisations, etc. Donc maintenant, il faut de la preuve clinique, il faut de la preuve scientifique. Mais toutes ces données-là, en tout cas, ça démarre tout juste, donc on n'a pas encore de données sur les forfaits. Alors oui, justement, les forfaits, on va quand même peut-être le rappeler. Les textes sont publiés régulièrement, on en a encore eu un ou deux là, ces dernières semaines. Donc là, on vous pose la question de comment expliquez-vous que les forfaits éditeurs soient plus élevés que les forfaits professionnels de santé qui suivent les patients. Est-ce que vous avez la réponse à cette question? Non, ça honnêtement, ça a été discuté. Enfin, je veux pas. On est d'accord, c'est pas dans vos prérogatives. Ouais, je vais pas balancer on va quand même le rappeler. Je vais pas rebalancer chez mes petits copains du ministère de la Santé, mais c'est effectivement chez eux. En revanche, la question de savoir si un jour la rémunération des professionnels qui interviennent dans le cadre de la télésurveillance. Est-ce qu'elle sera conventionnelle? C'est une question, parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la télésurveillance, c'est des forfaits donc, qui sont fixés par l'État. Peut-être qu'un jour, quand la télésurveillance sera bien déployée, on pourra considérer que ça fait partie des différentes activités du professionnel de santé, au même titre que la téléconsultation, la téléexpertise, et que donc, on rebasculera sur la rémunération conventionnelle, c'est-à-dire discuter avec les professionnels de santé. Très bien, merci. Alors, on va essayer de prendre encore 2 questions, parce qu'on arrive quand même au bout de notre programme. Donc, dans la matrice d'habilitation, les secrétariats médicaux ne sont pas toujours autorisés à accéder au DMP, alors qu'ils gèrent par délégation les données médicales en lieu et place du médecin dans les établissements sanitaires. Des évolutions sont-elles prévues? Alors, il y a une nouvelle matrice d'habilitation, mais vous devez être plus au courant que moi. Ça, c'était des travaux qui ont été parus à la fin de l'année, je me souviens de ça. Ouais, exactement. Donc, il y a élargi quand même la matrice d'habilitation. Alors, c'est pas nous qui décidons qui sont les professionnels habilités sur la matrice d'habilitation. C'est légal et je pense que c'est la Haute Autorité de Santé qui se prononce en lien avec la CNIL. Mais en revanche, est-ce qu'il y a des délégations possibles pour les secrétariats médicaux? Je ne sais pas, mais c'est clair qu'il faut... Enfin, en tout cas, assistants médicaux, secrétariats médicaux, il faut qu'on arrive à trouver un système effectivement qui permette que ces professionnels qui travaillent aux côtés des médecins, qui les aident au quotidien, s'ils ne peuvent pas avoir accès au dossier, on voit bien qu'il y a un problème. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais je ne sais pas précisément ce que je ne veux pas dire de bêtises sur les dernières évolutions du décret, mais je sais qu'il a bougé, donc la matrice d'habilitation elle a bougé, ça c'est sûr. Mais sur ce sujet-là précisément, je vais m'enseigner. Alors, on va prendre une dernière question. Donc, les logiciels de ville et ceux disponibles à l'hôpital arriveront-ils un jour à communiquer ensemble? Aujourd'hui, en tant que médecin, on a parfois l'impression de passer plus de temps sur des logiciels qu'avec des patients. Donc, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est le fameux temps médical qu'il faut dégager. Ouais, donc c'est exact. Enfin, en tout cas, mais là, ça, pour le coup, ça a démarré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans les 220 millions de documents qui sont alimentés dans les espaces santé des patients, vous avez beaucoup de comptes rendus d'hospitalisation, vous avez les comptes rendus de biologie, vous avez des prescriptions. Donc, en fait, vous avez déjà des documents qui sont à la fois des documents hospitaliers et des documents de ville. Donc, vous avez déjà la possibilité, et pour, le médecin traitant, pour le pharmacien, pour le chef de service, pour l'aide-soignant, etc., d'aller regarder dans le dossier du patient des documents qui sont issus de pas mal d'effecteurs différents. Donc ça existe déjà. Et je vous invite à aller regarder votre espace santé. En fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'on a plein de documents qui ont été alimentés. Comme on n'y va pas si souvent. Et comme on n'y va pas si souvent, donc on se dit « Ah, mais oui, c'est vrai, il y a tel truc et tout ». Donc ça existe déjà. Et effectivement, cette question, elle est vraiment pertinente. Et pour moi, c'est le cœur du message peut-être à faire passer aujourd'hui. C'est qu'effectivement, l'objectif, c'est pas de faire passer plus de temps... c'est pas que les médecins passent plus de temps sur leurs ordinateurs à se coordonner, etc. C'est qu'on a construit... l'assurance maladie, l'ANS, le ministère de la Santé, on a fait des très gros travaux pour qu'il y ait des tuyaux qui soient des tuyaux compatibles entre tous les logiciels, qui soient hospitaliers, de ville, etc., que ces tuyaux-là ils soient branchés sur l'espace santé du patient, que l'espace santé du patient, les professionnels de santé puissent y avoir accès, etc. Donc, en fait, on a conduit des travaux de grosses œuvres
dont on mesure, enfin, dont il est difficile de mesurer l'ampleur, mais qui sont des travaux considérables qu'on a conduits avec les éditeurs de logiciels. Et donc là, on arrive à l'issue, j'allais dire, de cette phase de travaux. Donc il y a encore plein de choses pour que l'utilisation elle soit tangible, concrète, etc. Il y a plein de choses que les éditeurs doivent améliorer en matière d'ergonomie. Nous, sur Amélie Pro, on a des choses super, mais il ne faut pas que ça plante. Donc on a des petites choses à faire, entre guillemets, en front office, mais qui font partie, pour le coup, du ressenti des professionnels. C'est-à-dire que quand ça bug, en fait, c'est hyper frustrant. Mais en tout cas, voilà, tout le gros œuvre... toute la machine, elle a été mise en route. Les tuyaux, ils ont été branchés, elle a été lancée. Et donc, moi, je pense que dans les prochains mois, prochaines années, les médecins, tous les professionnels de santé, libéraux, hospitaliers, etc., les patients, ils vont voir l'intérêt en termes de temps humain parce que, justement, on aura une sorte de machinerie numérique qui fera les choses à leur place, enfin les choses administratives, de coordination, etc., pour qu'il y ait davantage de temps qualitatif entre professionnels de santé et son patient. Merci beaucoup, APM sera là pour vous le dire, Éthique Santé. Merci Marguerite Cazeneuve pour votre participation à notre premier webinaire Grand Témoin. Merci d'avoir joué le jeu pendant près d'1 heure et demie avec Merci nous. à vous. C'est votre temps précieux. Merci aussi à nos lecteurs, à nos web spectateurs du jour pour leur fidélité. Je me permets aussi de remercier les équipes d'APM International qui vous ont concocté cet événement. Raphaël Moreau, Simon Garceau, Christian Ville, Ludovic Lemaître, on n'oublie pas Léo Caravagna et Marie-Jeanne Lefebvre qui publient en ce moment même des dépêches sur TIC Santé. Merci aussi aux équipes techniques qui nous ont permis de retransmettre cet événement depuis 11 heures. Et merci à nos sponsors, Vidal et Novacom, Ocantis et Omnicell, qui vous permettent d'assister à ce format gratuitement. Voilà, merci à tous. Vous retrouverez prochainement le replay de notre programme. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Merci. Merci beaucoup.